Voilà, on va entamer une après-midi très politique avec tout à l'heure évidemment en clôture les deux discours, celui d'Emmanuel Cos et celui d'Olivier Klein, mais d'ores et déjà on va être dans le dur de la vie politique avec cette plénière intitulée Le logement, grande cause nationale du quinquennat, à quelles conditions? Avec tout ça, des points d'interrogation. Je vais immédiatement vous présenter les responsables politiques qui ont pris place sur cette tribune avec moi. Dominique Estrosi-Sassone, vous êtes sénatrice des Alpes-Maritimes, sénatrice Les Républicains. Renaud Père, à côté de moi, vice-président de la métropole de Lyon, régional de l'Étape, apparenté PS. Stéphane Peu, un habitué de ces congrès de l'USH, député Parti communiste NUPES de Seine-Saint-Denis, et puis William Martinet, député La France Insoumise des Yvelines. Alors, on doit également excuser l'absence de François Jolivet, député de la majorité, député de l'Indre, qui a eu un souci de dernière minute. On espère que ce n'est pas mauvais signe, mais oui, on espère bien que ce n'est pas mauvais signe. Il doit être avec nous, ce qui fait une table ronde un tout petit peu déséquilibrée. Mais voilà, vous savez tout. On va commencer, évidemment, on a envie de vous écouter tous les quatre. Qu'est-ce que doit être, pour vous, les objectifs d'une politique du logement pour ce nouveau quinquennat qui s'est ouvert il y a 4 mois? On va être galant, messieurs. On va demander à Dominique Estrosi-Sassone de s'exprimer en premier. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vaste sujet que de commencer par quels doivent être les objectifs d'une politique du logement. C'est ce qui s'appelle une question ouverte. Pour la mandature à venir. Moi, je dirais que les objectifs, grosso modo, on le sait, pour faire face à la crise du logement, qui est plus que présente dans notre pays, qui n'est pas passée, mais qui au contraire va cesser de s'aggraver, c'est bien évidemment la construction neuve, la construction de logements dont on a besoin sur l'ensemble des territoires et pas uniquement sur des territoires tendus. C'est vrai que les besoins sont d'abord et avant tout sur des territoires tendus, mais on voit bien aussi que dans des territoires dits détendus, il faut aussi qu'on apporte des réponses à des habitants qui aspirent aussi à ne pas peut-être être assignés à résidence dans des logements qui ont perdu de leur confort. Enfin, donc il y a vraiment de la construction neuve. Alors faut-il continuer à annoncer des objectifs quantitatifs de production de logements? Je commence à en douter de plus en plus, où je ne sais pas si ça présente véritablement un intérêt, parce qu'on voit que tous les objectifs quantitatifs de production de logements, d'agrément, lorsqu'ils ont été arrêtés par des gouvernements, ils ont rarement été tenus. Et pour preuve... Ça fixe un objectif, non? Oui, mais pour preuve, regardez l'objectif de 250 000 logements en 2 ans pour 2021 et 2022. On aura fait à peu près 83 000 agréments en 2021. On devrait arriver à 90 000 en 2022, donc on est loin du compte. Oui, mais ça, au moins, du coup, on ne peut pas se mentir. On ne peut pas dire, oui, mais on a fait une bonne année. Quand vous ne tenez pas des objectifs, vous perdez aussi de votre crédit. Et donc, je pense que plutôt que de continuer peut-être à donner des objectifs peut-être trop ambitieux, ou en tout cas peut-être aller voir d'abord les opérateurs, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en termes d'objectifs. Et puis, si le gouvernement veut aller au-delà, eh bien qu'ils mettent les moyens pour permettre de dépasser les objectifs que les opérateurs, les organismes de logements sociaux disent pouvoir faire pour l'année à venir. Mais je pense aussi qu'il ne faut bien évidemment pas oublier le qualitatif et plutôt parler d'une pluriannualisation des objectifs. Et puis le deuxième sujet, le deuxième enjeu de la politique du logement, c'est celui de la rénovation énergétique. Bien évidemment, on en a parlé pendant tout le congrès, tout le monde en convient, les objectifs là, ils sont là. Ils sont fixés par la loi climat et résilience, ils sont fixés par la stratégie nationale bas carbone, donc ce n'est pas une question d'objectif là, c'est une question de se dire comment on va pouvoir atteindre ces objectifs. Par quels moyens juridiques, par quels moyens législatifs, par quels moyens financiers bien évidemment. Et moi j'aspirerais à ce que dans notre pays, on parle véritablement d'une massification de la rénovation énergétique, on est très loin du compte. Il n'y a pas de massification de la rénovation énergétique. Vous savez, dans le plan de relance, quand on voit ce qui avait été mis sur la rénovation énergétique, et encore, ça n'englobait pas que les logements, mais aussi tous les bâtiments,
eh bien, on est très très loin, je crois 8 fois moins que ce qu'a fait l'Allemagne dans le plan de relance pour la massification de la rénovation énergétique. Et aujourd'hui, je dirais que le compte n'y est pas, et que même si voilà, il y a ma prime rénov pour le logement privé, mais on voit bien que c'est de la rénovation geste par geste, ce n'est pas de la rénovation globale performante, et donc on n'arrivera pas à atteindre ces objectifs par ce biais-là. Et même si le parc social fait tous les efforts, et Dieu sait si tout le monde est mobilisé là-dessus, montre que véritablement, d'abord, il est moins énergivore, mais il veut aller dans ce sens-là. Puis à un moment donné, se posera aussi la question pour les organismes de logements sociaux, au-delà des 200 millions d'euros qui sont annoncés à travers donc, le projet de loi de finances, qu'est-ce qu'on fait de plus? Est-ce qu'on fait une palulose? Est-ce qu'on fait une prime rénov pour les HLM? Mais je pense que c'est des questions qu'il faut se poser et auxquelles le gouvernement doit apporter des réponses pour les 4 années à venir, puisque là, le PLF, on a tous dit que c'est un budget de transition. Renaud Père. Bon, on est dans un contexte qui est assez catastrophique. Et donc, le point de départ, c'est de se dire qu'on a bien du mal à construire. Et si on ne construit pas, on n'arrivera pas à produire du logement social, et on n'est pas au rendez-vous en termes de logement social. Donc, il y a cette question. Il y a eu des commissions, il y en a eu je ne sais combien de commissions sur la relance de la construction. Moi, j'ai pu siéger dans la commission Rebsamen, mais néanmoins, on tourne autour du sujet. Le vrai sujet, c'est le foncier. Parce que si on ne se pose pas la question quand même d'une régulation du prix du foncier, nous ne sortirons pas de la crise. Mieux, ou pire, la crise sera durable. Car clairement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a dans des zones tendues comme celle où nous vous accueillons aujourd'hui sur le territoire de la métropole de Lyon, il y a une surenchère sur le prix du foncier. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. C'est évidemment un phénomène depuis très longtemps. Mais tout le monde œuvre à cela. Et personne n'arrive à se raisonner. C'est la loi du marché. Mais à cela s'ajoutent des coûts de construction qui ont flambé du fait même de notre situation géopolitique, mais aussi... Des matières premières. Et avec une spéculation quand même qui a été à l'œuvre à l'occasion notamment de cette guerre en Europe. Et donc, on est face à ce coût des matières premières qui flambent. Et la hausse du coût des matières premières, ça ne date d'ailleurs pas de la guerre en Ukraine. Exactement, exactement, ça ne date pas de la guerre en Ukraine. Et on n'arrive plus à se rattraper sur les prix de sortie, où on essaye de revoir la programmation, et tout cela est catastrophique pour nos politiques publiques du logement. Et donc, on risque, si nous n'agissons pas, de nous retrouver dans une situation où plus rien ne va sortir de terre, très clairement. Donc, il faut agir, et agir vite, sur des mesures sur le foncier. Et évidemment, mais ça ne vous surprendra pas de le dire aujourd'hui à l'occasion de ce congrès, il faut aussi accompagner évidemment nos bailleurs, que nos bailleurs ne soient pas affaiblis, nos bailleurs sociaux, qu'ils ne soient pas affaiblis comme ils ont pu l'être dans le précédent quinquennat. Quand vous dites accompagner? Mais ça veut dire qu'il faut les renforcer. Ça veut dire qu'il faut se poser toute une série de questions pour augmenter leurs fonds propres, favoriser quand même aussi la maîtrise d'ouvrages directs. Toutes les questions doivent être posées pour qu'on accompagne fortement, nous, collectivités. Et ce sera peut-être ça mon dernier mot à cette première question. C'est de se dire qu'il faut faire confiance au territoire. Parce que sur les objectifs chiffrés, moi je crois qu'il faut quand même en tenir, parce que si nous n'avons pas d'objectifs, ce sera très difficile d'engager et d'avoir une démarche qui engage toutes et tous. Néanmoins, on voit bien qu'on a bien du mal, qu'on soit au niveau de l'État ou au niveau des collectivités, à être au rendez-vous. Mais on sait bien que c'est au niveau des territoires qu'on est capable de trouver des solutions, et donc il faut trouver les formes aussi d'une territorialisation, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en redire un mot. Allez, on continue ce tour de table avec cette question très ouverte pour commencer, sur finalement ce que devrait être une politique du logement. Stéphane Peu. À cette question ouverte, que faut-il faire? En un mot, j'ai envie de dire l'inverse de ce qui s'est fait ces 5 dernières années, à peu près. C'est-à-dire que vous avez en France un secteur du logement social qui est un des éléments de ce qu'on a appelé le modèle social français, à côté de la sécurité sociale, qui reposait sur un principe, et qui repose toujours sur un principe simple. Chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. L'école publique, enfin, je ne vais pas les énumérer. Et il y a eu ces 5 dernières années, et je l'ai vu dans les débats à l'Assemblée depuis 5 ans,
un gouvernement qui était enfermé dans un dogme de faire absolument passer notre pays à la moulinette de toutes les recettes de l'ultralibéralisme. Or, en France, le logement social, c'est 120 ans d'histoire. Ça ne vient pas de rien, ça vient d'une partie du patronat, du mouvement coopératif, ça vient du mouvement ouvrier, ça vient des collectivités locales. Bref, c'est une vieille histoire. Et c'est une force pour notre pays d'avoir, sur une question aussi essentielle que la question du logement, à la fois d'avoir une économie mixte, une jambe privée, une jambe publique, même si, et de fonctionner comme ça. Et c'est ce qui nous a permis d'amortir une multitude de crises, puisque selon les périodes et selon les crises, eh ben, vous aviez un secteur privé plus dynamique quand la situation le permettait, et à d'autres moments un secteur public, ou en tout cas un secteur d'intérêt général plus dynamique. Mais surtout, c'est que ça permettait d'assurer et d'avoir comme ambition de loger l'ensemble de la population française, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation sociale, et tout ça dans une recherche de mixité, puisque le logement social en France, contrairement à beaucoup d'autres pays en Europe, est un logement, disons, qu'on appelle généraliste, c'est-à-dire qui n'est pas spécialisé socialement, même si on pourra en rediscuter, il y a des effets pervers aujourd'hui. Donc, pourquoi je dis qu'il faut faire l'inverse? C'est que la France, au moment où partout en Europe, il y avait une crise du logement, et avec des effets spéculatifs sur le foncier, sur l'immobilier, plutôt que de renforcer ces outils de régulation, qui étaient le secteur social, il les a affaiblis. Alors que partout où des pays en Europe avaient expérimenté la voie de l'ultralibéralisme, je pense à l'Angleterre ou à l'Allemagne, ils faisaient le chemin inverse. Donc on faisait, le gouvernement dans le quinquennat précédent a à la fois fait un contresens historique, d'aller non pas dans le sens de l'histoire qui visait à essayer de mettre plus de régulation et d'intervention publique. Enfin, prenez l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas créé par Länder, mais a créé au niveau de l'État fédéral un organisme de logement public, a réinjecté massivement de l'argent public, notamment pour loger les travailleurs pauvres qui sont le résultat d'une politique de l'emploi sur laquelle on pourrait parler, mais qui n'est pas le sujet aujourd'hui. Voilà. Donc, quand le gouvernement, puisqu'on parle des 5 années qui viennent, et non pas des 5 années qui viennent de s'écouler, quand moi j'ai appris la nomination du gouvernement, j'ai été agréablement surpris par 2 nominations. Pourquoi j'étais agréablement surpris? Parce que dans ces 2 nominations, j'y voyais une promesse ou une espérance, plus qu'une promesse, une espérance de rupture avec les politiques de ces 5 dernières années. Ce n'était pas Pendiaï à l'éducation et Olivier Klein sur le logement et la ville. Une espérance de rupture. Et je l'ai dit au ministre lors d'une audition à l'Assemblée nationale, on était ensemble avec William, cette espérance, nous attendons de la voir se concrétiser en actes. Alors on peut comprendre que là, la loi de finances qui va commencer dans quelques jours à l'Assemblée soit peut-être un peu tôt, mais bon, il ne faudrait pas tarder que cette espérance de rupture se manifeste dans la politique du logement. Elle est au moins, pour le secteur du logement social, de 3 ordres. 1, la RLS, je parle ici à des gens spécialistes. Donc oui, qui savent ce que c'est. Qui savent ce que c'est. La RLS, c'était pour 3 ans, il y avait une clause de revoyure. On va la prolonger d'1 année supplémentaire, mais il faut que ça s'arrête. Parce que c'est une ponction sur les fonds propres des organismes et c'est un handicap pour produire. Et la question, ça a été dit tout à l'heure, c'est de produire davantage de logements pour répondre à... Donc il faut la supprimer. Cette contribution très injuste, mais bon. Première chose. Deuxième chose, on veut produire. Pourquoi avoir augmenté une TVA sur la production de logement social, qui est un produit de première nécessité et auquel on applique une TVA de produits de consommation courante? C'est absurde et c'est un handicap justement pour libérer des moyens pour produire. Et puis, enfin, il faut, là, sans attendre, affronter la question de la crise énergétique. Donc, il faut que les locataires HLM qui payent un loyer qui est régulé, mais des charges qui ne le sont pas et qui vont exploser
avec la question de l'énergie. Donc la question du forfait charge, du bouclier tarifaire et du chèque énergie et de son accessibilité. Enfin, tous les sujets qui vont permettre d'amortir pour nos locataires et aussi pour les organismes la crise énergétique que nous traversons, elle est au rendez-vous. Il y a des mesures immédiates qui peuvent être prises. On parle beaucoup des super-profits et de la taxe sur les super-profits, mais le gouvernement peut tout de suite mettre à contribution les producteurs d'énergie et les fournisseurs d'énergie pour abonder massivement par 2, par 3 les fonds de solidarité logement qui vont venir aider, par exemple, nos concitoyens qui seront dans les difficultés pour payer les factures. C'est une proposition, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, mais il y a des mesures urgentes à prendre sur la question de l'énergie et donc du pouvoir d'achat. Parce qu'on a eu, et on n'a pas ménagé nos efforts avec William Martinet, on a fait une proposition de loi ensemble avec d'autres groupes de la NUPES et on a fait beaucoup d'amendements au mois de juillet. Mais rien de ce qu'on a proposé sur la question du pouvoir d'achat des familles modestes qui sont les locataires du parc HLM, rien n'a été pris en compte pour essayer d'alléger leurs conditions de vie et de dégradation des pouvoirs d'achat qui vont se traduire forcément sur des difficultés pour les bailleurs. William Martinet. Merci. Alors d'abord, nous serons d'accord sur le constat, le logement est un problème social majeur qui s'exprime dans notre société de façon radicale, par le sans-abrisme, par le mal-logement, mais qui s'exprime aussi de façon massive par la question de la cherté du logement, qui est le problème qui nous concerne quasiment toutes et tous. Donc ce logement cher, c'est un problème de pouvoir d'achat, mais on voit bien à quel point le logement cher est aussi un élément qui perturbe la vie sociale. Puisque à cause du logement cher, ce sont des jeunes qui ne peuvent pas faire des études parce qu'ils n'ont pas les moyens de louer un logement qui est à proximité de leur établissement. Ce sont des travailleurs essentiels qui sont expulsés à la périphérie des métropoles et qui font des heures et des heures de transport en commun où ils y perdent du temps de vie, en plus dans des conditions maltraitantes parce qu'ils n'ont pas les moyens de se louer un logement qui est au cœur des métropoles et à côté de leur lieu de travail. Bref, un élément de perturbation sociale qui est extrêmement puissant. Une fois qu'on a dit ça, la deuxième étape est d'essayer d'analyser et de trouver la source de ce problème qui est celui du logement. Ma conviction, c'est que ça n'explique peut-être pas tout, mais ça explique une grande partie des problèmes, c'est la question de la financiarisation du logement. Financiarisation, parce que la finance, elle a cette capacité à s'insérer dans des secteurs de la société, de les transformer, de les écarter de leur usage social pour en faire des outils de rentabilité. Je pense que c'est ce qui se passe structurellement en profondeur dans le secteur du logement depuis maintenant plusieurs décennies. Il y a une financiarisation du logement. Il faut dire aussi à qui profite cette financiarisation du logement. Il y a un chiffre que moi je partage à chaque fois que je suis à une table ronde ou à un événement sur la question du logement. C'est de rappeler que dans notre pays, nous avons 3,5% des ménages qui sont des multipropriétaires. Ça veut dire qu'au sens de l'INSEE, ils possèdent 4 logements ou plus. Et ces multipropriétaires, ils détiennent la moitié des logements qui sont mis en location dans le pays. Donc ça veut dire une chose, c'est qu'on a une petite minorité de personnes qui concentrent de façon très importante le patrimoine immobilier et qui profitent de la rente locative. Et cette minorité de multipropriétaires, c'est elle qui profite de la spéculation sur le foncier dont vous parlez tout à l'heure, parce que plus le foncier augmente, et bien plus cette minorité de multipropriétaires, elle voit son patrimoine qui augmente. Ils profitent aussi de l'augmentation des loyers, puisque plus les locataires payent cher, plus la rentabilité est importante pour eux. Bref, plus le logement est un problème social, plus ces multipropriétaires, cette minorité, profitent du système. Ils sont aussi à l'origine, et ça je tiens à le dire, d'un changement d'usage du logement. On sait tous que la question de la transformation de locaux d'habitation en locaux de location touristique, c'est un problème majeur, que ce soit dans le cœur des métropoles ou dans les zones touristiques. Bien, ce qui provoque cette transformation, ce sont en grande partie des multipropriétaires qui cherchent une rentabilité très importante à leur logement et qui considèrent que c'est plus intéressant de louer à un touriste que de louer à quelqu'un qui va vivre dans ce logement. Bref, une fois qu'on a fait cette analyse sur la question de la financiarisation et de la minorité de multipropriétaires qui en profitent, arrive la question de que faire, de quelle doit être la cohérence d'une politique du logement. Je pense que la cohérence d'une politique du logement, ça doit être justement de lutter contre ce phénomène de financiarisation et de réfléchir à un logement qui est dans l'intérêt général.
Donc lutter contre la financiarisation du logement, ça veut dire par exemple défendre des acteurs qui, par essence, ne sont pas intéressés à marchandiser le logement, à en faire des profits, mais qui par essence sont tournés vers l'intérêt général. Je pense évidemment aux bailleurs sociaux. Plus nous avons de logements sociaux, plus nous avons des bailleurs sociaux qui sont forts, plus on lutte contre cette dérive de la financiarisation du logement. Alors là, je partage ce que disait Stéphane à l'instant. Ça veut dire qu'il faut faire exactement l'inverse de ce qui a été fait par le gouvernement ces 5 dernières années, parce que qu'on parle de la RLS, qu'on parle de l'augmentation de la TVA, nous n'avons eu que des mesures régressives à l'encontre des bailleurs sociaux. Donc il faut rétablir ces marges de manœuvre financières des bailleurs sociaux pour qu'ils puissent faire du logement dans l'intérêt général. Et deuxième chose qu'il faut faire si on veut lutter contre la financiarisation, c'est qu'il faut réguler. Il faut réguler le parc privé, il faut réguler le foncier. Voilà, je sais qu'on a beaucoup d'élus locaux qui ont, et peut-être toi-même d'ailleurs, qui était signataire de cette tribune parue dans le journal du dimanche, si je ne me trompe pas, qui pose cette question de comment est-ce qu'on encadre les prix du foncier. Donc il faut réfléchir à ça, il faut aller vers la régulation du foncier, il faut aller vers la régulation des loyers également. L'encadrement des loyers, comme il existe actuellement dans le parc privé, est insatisfaisant, du fait que trop de propriétaires y dérogent et que de toute façon, même ceux qui le respectent ont des marges très importantes, parce qu'on n'oublie pas que l'encadrement des loyers, comme il existe actuellement, on a le droit d'être 20% au-dessus du loyer médian, donc on reste à des niveaux qui sont très élevés. Et dernier élément sur la question de la régulation, qui là est une critique de ce qui a été la principale mesure de cette nouvelle majorité depuis 2022 en matière de logement, qui est l'augmentation de l'IRL de 3,5%. Moi, je tiens à ce qu'on parle de ça. Parce que quel a été jusqu'à présent l'acte politique le plus fort qui a été fait en matière de logement? C'est d'expliquer aux bailleurs, d'ailleurs qu'ils soient sociaux ou privés, qu'ils ont cette possibilité d'augmenter de 3,5% le montant des loyers en cours de bail pour des locataires qui n'ont pas leur avis à donner là-dessus et qui vont subir cette augmentation. Je pense que c'est une décision qui est profondément antisociale et que si on veut avoir une politique du logement qui va dans la bonne direction, si on veut espérer que notre ministre du Logement, Olivier Klein, aille dans la bonne direction, la première chose qu'il aura sans doute à faire, c'est revenir sur cette question de l'augmentation de l'IRL, parce que ce qui correspond à l'urgence du moment, c'est celui d'un gel des loyers. Alors, je voulais vous poser la question, évidemment, de la norme. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Doit-il prendre de nouvelles lois? Il y a deux sujets que vous avez déjà évoqués. Le foncier, évidemment. Faut-il que prenne une loi pour contrôler ou légiférer? Vous me direz ce que vous en pensez, le foncier. Puis de l'autre côté, il y a le blocage des loyers. Dominique Estrosi-Sassone, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur le foncier, je pense que les lois qui ont été faites par le passé, et en particulier, il y avait aussi une mobilisation de l'État sur le foncier public d'État, qui n'a pas donné grand-chose, force est de le constater. Moi-même, voilà, donc j'avais accompagné ce dispositif, et dans mon propre département, quand on regardait un petit peu la liste de ce que pouvait être le foncier public de l'État mobilisé, ça ne correspondait absolument à rien, ou ça n'avait aucune possibilité de pouvoir être à la manœuvre pour apporter une production de logements conséquente. Je pense que la solution à travers le foncier, et je rejoins ce que disait le vice-président, parce que moi-même j'ai été vice-président de la métropole de Nice-Côte d'Azur pendant de très nombreuses années, et c'est vrai que dans des régions tendues, comme les Alpes-Maritimes, comme votre département, mais il y en a bien d'autres, à partir du moment où le marché de l'immobilier ne se régule pas naturellement, il faut qu'on puisse avoir des outils qui permettent d'amener cette régulation. Et donc nous, on a été peut-être une des premières métropoles à mettre en place une charte de qualité durable, une charte de production de logements abordables entre les promoteurs, les bailleurs sociaux et la métropole Nice-Côte d'Azur pour justement réguler les prix et surtout réguler les prix de façon à ce que, au niveau des ventes en VFA, eh bien, il y ait des prix maîtrisés à la sortie et aussi au niveau de l'accession sociale à la propriété. Alors c'est vrai qu'au début, quand on a mis en place ce dispositif, je ne vous dis pas, les promoteurs ne voyaient pas ça d'un très bon œil. Ils nous disaient, vous verrez, ça ne va pas marcher, ça ne servira à rien. On dit, écoutez, on tente. C'est un document qui est amené à être un document vivant, qui évoluera au fur et à mesure, et on a vu qu'effectivement, ce n'était pas la panacée à tout, bien évidemment, mais qu'il y avait de fait que ces prix qui étaient donc encadrés, qui étaient maîtrisés, n'avaient pas de conséquences sur la non-production de logements et que bien au contraire, ça permettait à un certain nombre d'opérations
de pouvoir voir le jour, parce que ça permettait aussi aux uns et aux autres d'aller voir directement les propriétaires fonciers, très en amont, de savoir aussi, les propriétaires fonciers, que quelque part, à partir du moment où les prix étaient encadrés et maîtrisés, ben, ils n'allaient pas trop jouer à continuer à faire monter les enchères et à se dire, bon, on attend que tel opérateur vienne nous démarcher, celui-ci ne nous satisfait pas, on va attendre pour que le prix ait de la spéculation. Donc je pense que c'est quand même une solution qui doit continuer à perdurer, ou en tout cas dans un certain nombre de territoires, doit pouvoir continuer à se saisir. Et puis après, sur le foncier, aujourd'hui, il y a quand même cette... voilà, on est percuté de plein fouet par le zéro artificialisation nette. Loin de moi l'idée de dire que cette politique du zéro artificialisation nette n'est pas nécessaire. On a tous bien conscience que la protection des sols, elle est indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique, pour limiter les risques majeurs, pour protéger notre environnement naturel, la biodiversité. Mais aujourd'hui, effectivement, eh bien, il faut faire attention à ce qu'elle soit en cohérence, cette politique, avec le développement local. Parce que sinon, demain, une politique du zéro artificialisation nette mal maîtrisée, je vous laisse imaginer que ça peut être véritablement un risque pour la cohésion sociale. Et aujourd'hui, nous, on a travaillé au Sénat là-dessus, parce que c'est des territoires qui sont directement concernés. Et bien évidemment, au Sénat, on cherche d'abord, avant tout, à défendre les territoires et les spécificités locales. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis dans Climat et Résilience une territorialisation des objectifs. C'est un moyen aussi de prendre en compte les spécificités locales. Tous les territoires ne se ressemblent pas, tous les territoires n'ont pas la même approche, les mêmes problématiques au regard de ce qu'on doit, vers quoi on doit tendre en matière de zéro artificialisation nette. Et puis je pense qu'il ne faut pas opposer demain la ruralité des communes rurales à des communes urbaines ou à des métropoles, parce que c'est ça aussi à quoi ça peut tendre. C'est-à-dire que finalement, moi j'entends des maires qui me disent « nous, on a le moins artificialisé au cours des 10 années écoulées ». Et demain, on sera peut-être les plus pénalisés parce qu'on a du foncier disponible et on ne pourra pas construire. Ben ça, il faut l'entendre. Il faut l'entendre parce que c'est une réalité. De même, dans les métropoles, on va nous dire, ben oui, il faut reconstruire la ville sur la ville. Se pose la question de la densité. Et vous savez tous, comme moi, que la densité, c'est un vrai sujet, que la densité, moi, je n'y suis pas opposée, parce qu'on peut faire une densité de qualité, mais qu'aujourd'hui, vis-à-vis de nos concitoyens, ben, il y a quand même un sujet sur la densité. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile à expliquer, à faire passer, mais de fait, ce sujet va se poser avec la question de la politique du zéro artificialisation nette. Aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique du zéro artificialisation nette. Et donc, c'est un vrai sujet en termes de financement, en termes d'ingénierie technique. Après, sur le gel des loyers, je ne vais pas avoir la langue de bois. Vous savez bien, mon positionnement politique, j'y suis opposé. Voilà, mais je dis les choses. Par contre, effectivement, je pense qu'il faut aussi accompagner les locataires. Et demain, et je partage ce que disait Stéphane, je pense qu'aujourd'hui, la méthode de calcul des APL est de plus en plus éloignée de la réalité des charges des locataires. On le voit à travers le forfait charge, qui a finalement augmenté 2 fois moins rapidement, et que donc par rapport à la réalité de la dépense, et que demain, forcément, aujourd'hui, le forfait charge, il couvre quoi ? 40%, et encore, je suis loin, en deçà du compte des charges. Donc c'est là-dessus, moi en tout cas, que je me positionne plus directement. Renaud Père, sur le blocage des loyers, sur le foncier, vous êtes un peu... Non, mais je vais revenir quand même sur l'élément, puis après je reviendrai sur le... Je répondrai évidemment sur le blocage des loyers, enfin en tout cas sur la question des loyers. Le premier élément, bien sûr qu'on partage... qu'on a un vrai combat à mener sur la question du logement et du foncier et le penser comme un bien commun. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien, quelles que soient les couleurs politiques d'ailleurs des différents gouvernements, quelle est la politique du logement quand on a autant de personnes à la rue, 20 000 mal logés dans la métropole de Lyon ? Quelle est la politique du logement quand il y a 9 demandes pour une seule satisfaite dans le parc social dans la métropole de Lyon? Quelle est la politique du logement quand il n'y a plus de logements qui sortent? Ça veut bien dire qu'on marche sur la tête. Ça veut dire qu'il y a un moment, on n'a plus les bons outils dans une situation qui est la nôtre. Donc, ça veut dire qu'on aura beau agiter des vieux spectres ou des vieux remparts en disant finalement, attention, toute politique, on va atteindre le droit de propriété. Mais si on ne se pose pas toutes les questions, on n'y arrivera pas. Donc,
évidemment, c'est pour cela qu'il faut poser la question du foncier. Mais je vais prendre juste un exemple, parce que ce serait ça, la proposition que moi je ferais au ministre du Logement. Quand on parle de financiarisation, c'est que dans nos villes, dans nos grandes villes, dans les villes les plus attractives, il y a des fonds d'investissement. Il y a des fonds d'investissement qui rachètent en bloc, qui vont voir les habitants, leur proposent une indemnisation absolument pas à la hauteur du coût que représente le fait de quitter son propre logement, et puis qui après vont revendre, en bloc ou à la découpe, en faisant une culbute, bien souvent x2, x3. Moi, ce que je dis, c'est une mesure très concrète. Je ne demande même pas qu'on s'accorde sur notre représentation de la propriété ou du logement. Je demande au ministre du Logement qu'on expérimente très vite, c'est dans ces reventes, qu'on conduise à faire 25 à 30% de logements sociaux. C'est ça la mesure. C'est finalement reprendre l'invention du secteur de mixité sociale à l'échelle de l'immeuble. Si on ne fait pas ça, nos biens sont en train de partir véritablement. Et nous sommes en train de perdre ce pouvoir d'habiter. Ce que je veux dire par là, c'est que moi j'habite une métropole où il y a 10 ans, il y avait eu cette controverse sur des biens haussmanniens en plein centre de Lyon, et on disait finalement le quartier Groslay, puisque je donne son nom, est en train de partir aux mains du privé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'immeuble Pierre de Taille, c'est plus l'immeuble haussmannien dans Lyon, c'est n'importe quel immeuble. Et on ne peut plus agir. C'est bien ça quand même l'enjeu de notre débat et l'enjeu de ce quinquennat. Il y a urgence. Et donc, très clairement, si nous n'agissons pas et si nous ne mettons pas des règles, en l'occurrence, qui permettront d'un cercle pervers ou d'un cycle pervers de remettre un peu de vertu, qui est de rendre quand même du logement social et abordable, nous n'y arriverons pas. C'est la proposition que je fais à Olivier Klein, et je pense que nous pouvons agir extrêmement vite en la matière et créer du secteur de mixité sociale à l'échelle de l'existant. Quant aux loyers, si vous parlez des loyers dans le parc social, je crois qu'il ne faut pas faire preuve de démagogie en la matière. Vraiment. Moi, je ne peux pas dire qu'on va accompagner les bailleurs sociaux, qu'il y a besoin que les bailleurs sociaux produisent. Il y a besoin, parce qu'on va peut-être y venir, qu'ils réhabilitent. Et je peux vous le dire, j'ai des exigences extrêmement élevées dans la métropole de Lyon. Moi, je souhaite que nous atteignions 5000 logements locatifs sociaux par an. Je donne un chiffre, mais parce que c'est véritablement le cap à horizon 2026. Et je demande qu'on atteigne véritablement des milliers de logements réhabilités, parce qu'on aura beau créer n'importe quel bouclier tarifaire, on ne fera pas face à la transition écologique et énergétique sans réhabiliter et amener à un niveau frôlant le BBC ou BBC si possible. Donc on ne bloque pas les loyers? Non, mais ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit cohérent. Et là, je le dis à tous, parce qu'il ne faut pas que ce soit que les offices publics qui fassent un effort. Il faut qu'on fasse une mesure qu'il y aura augmentation des loyers, mais qu'on soit extrêmement vigilant sur les étiquettes énergétiques les plus détériorées, c'est-à-dire celles et ceux qui aujourd'hui, dans le parc social comme ailleurs, mais là on parle du parc social, vivent dans du logement qui n'est pas à la hauteur des enjeux énergétiques et qui vivent précisément dans une forme de précarité énergétique. C'est ça la proposition que je fais, mais j'aimerais qu'elle soit auprès de l'ensemble des bailleurs et que le gouvernement nous accompagne dans ce chemin, parce que c'est douloureux. On ne peut pas dire qu'on veut des acteurs et des bailleurs sociaux forts si on n'est pas là pour prendre les mesures, et là, c'est un test. Stéphane Peu. Sur le foncier, vous êtes aussi exprimé. Et sur les loyers, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne m'étais pas exprimé sur le Vous foncier. n'êtes pas exprimé. Mais de toute façon, je ne vais pas vous empêcher de parler, hein, Stéphane. Non, mais je vais vous dire un mot sur le foncier, parce que je suis assez d'accord avec la plupart des choses qui ont été dites, mais je voudrais quand même insister sur deux choses. Moi, j'ai essayé d'expérimenter dans le mandat précédent avec les députés de Corse, en jouant d'un article de la Constitution qui permet de faire une expérimentation en Corse qu'on ne peut pas faire ailleurs, enfin bref, et où les problèmes de spéculation, de logement sont énormes. On avait essayé, et moi je l'avais expérimenté dans ma collectivité locale aussi, d'un droit de préemption, parce que ça rejoint un peu ce que vous disiez, d'un droit de préemption qui ne soit, pour les collectivités locales, qui ne soit pas justifié que par des sujets d'intérêt public. Aujourd'hui, vous pouvez préempter que si vous allez faire une école ou ceci ou cela. Mais de préempter et d'utiliser le droit de préemption pour les collectivités locales comme outil de lutte contre la spéculation.
notamment pour lutter contre ce que vous avez décrit ou bien d'autres choses. Ça, c'est la première proposition. Et donc, puisque de l'expérimentation corse, on va essayer d'en faire une loi nationale, ne serait-ce, c'est pas grand-chose, hein. On laisse la liberté aux collectivités locales d'utiliser ou pas ce droit étendu de la préemption pour lutter contre la spéculation. Deuxième chose, c'est quand même anormal qu'il y ait autant de tolérance pour l'enrichissement sans cause. Là, actuellement, excusez-moi, je vais revenir un peu sur mon territoire d'élection. Mais aujourd'hui, en Île-de-France, je vois Jean-Luc Vidon, il connaît ça par cœur, en Île-de-France, vous avez le Grand Métro qui est construit. 28 Grand gares. Paris. Le Grand Paris Express. 28 gares. Il y a aujourd'hui des gens qui sont propriétaires de terrains aux abords de ces gares qui voient la valeur de leur terrain être multipliée par 10, 15, sans avoir levé le petit doigt, sans avoir mis 1 centime d'euro d'investissement. Au nom de quoi l'argent public pour faire un métro produit un enrichissement sans cause dans des proportions totalement extravagantes. Donc le fait qu'on mobilise et qu'on socialise le foncier aux abords des gares du Grand Paris, mais on pourrait prendre d'autres infrastructures publiques qui génèrent les mêmes effets, c'est un enjeu et c'est insuffisamment fait. Puis enfin, le foncier de l'État, mais là je suis d'accord avec Dominique, là où devrait venir l'exemple, vient le contre-exemple. Moi, tous les fonciers publics d'État ou des agences de l'État ou qui sont que ce soit le ministère des Armées, la SNCF, enfin peu importe, on peut les prendre tous un par un, c'est eux qui allaient le plus loin dans une espèce de course à l'échalote et de valorisation financière de leur foncier, alors qu'ils auraient dû appliquer la loi telle qu'elle avait été faite, mais qui permettait et qui était trop tolérante pour les services de l'État et qui finalement n'a pas eu d'effet ou très peu d'effet. Enfin, sur les loyers, moi, bon, on peut avoir des débats à l'infini. Moi, ce que je constate, c'est que jamais dans notre pays, la part du loyer, en tout cas la part des dépenses liées au logement dans le budget des ménages, n'a été aussi importante. Et aujourd'hui, le facteur premier de la dégradation du pouvoir d'achat des familles moyennes et des familles modestes dans notre pays, c'est le budget du logement, qui est passé, alors si on prend le début des années 60, c'était 9%, les ménages français, propriétaires ou locataires, consacraient en moyenne 9% de leurs dépenses pour le logement. Combien ? 21. Oui. Chiffre de Dominique Orens. Hein, le chiffre de Dominique Orens, il est donc incontestable, sauf que ensuite, plus vous descendez dans l'échelle sociale, plus cette part... C'est une moyenne. Ben, c'est une moyenne. Et donc pour les... Donc c'est quoi? C'est une façon de dire que oui, vous êtes pour bloquer les loyers? Eh ben, donc moi je suis pour le gel des loyers, là actuellement, comme je suis pour le gel des prix sur un certain nombre de produits de première nécessité, parce que quand vous avez un gouvernement, parce que c'est après, on renvoie aussi à une logique gouvernementale, quand on vous dit non à un coup de pouce au SMIC, quand on vous dit non à une conférence nationale sur les salaires, et qu'on ferme toutes les portes à l'augmentation des salaires dans ce pays et à une meilleure répartition de la richesse entre le capital et le travail, à un moment donné, il faut en face avoir la cohérence de dire bah, si on ne vous augmente pas vos revenus par le salaire ou par le SMIC, eh ben, on va essayer de limiter vos dépenses, notamment sur le premier poste de dépenses qui constitue celui du logement. Donc j'ai rien contre le blocage des loyers, non pas pour mettre en difficulté les organismes HLM que j'ai présidés et dont je suis attentif, mais comme une mesure de cohérence vis-à-vis d'un gouvernement qui ne peut pas dire non d'un côté et oui de l'autre. C'est une question de défense du pouvoir d'achat des familles modestes, et le mouvement HLM, du bailleur à l'association de locataires, doit être au premier rang de la défense du pouvoir d'achat des familles modestes. Voilà ce que je pense. William Martinez, sur cette question du blocage des salaires, ce que disait Renaud Père était des salaires, des loyers, pardon. Sigmund, si tu es là. C'est intéressant parce qu'effectivement, on dit, et ça va être ma question derrière, il faut venir, il faut épauler, accompagner les bailleurs. Est-ce qu'on peut d'un côté avoir ce discours-là et de l'autre leur dire oui, mais vos recettes, on les bloque? Très bonne question. Et pour éclairer ce débat sur la question du gel des loyers, je vous propose de revenir sur ce qu'a été le débat parlementaire et les arguments et les échanges d'arguments que nous avons eus.
Quand a été annoncée cette augmentation de 3,5% de l'indice de référence des loyers, le premier argument qui a été mis sur la table par le gouvernement était finalement un argument assez technique. On nous expliquait l'IRL est indexé sur l'inflation, l'inflation est à un niveau très élevé, et donc estimez-vous heureux d'avoir une augmentation de l'IRL qui n'est que de 3,5%. Même au début, d'ailleurs, le gouvernement a osé parler de bouclier logement pour évoquer cette augmentation de l'IRL de 3,5%. Bon, cet argument technique, il ne tient pas. D'ailleurs, c'est quand même cocasse de savoir que la formule de l'IRL, comme elle existe aujourd'hui, elle a été inventée en 2008, à un moment où on a eu une augmentation de l'IRL de 2,8% et que déjà, ça semblait insupportable à tout le monde et nécessitait de changer la formule de calcul. Donc, d'en arriver à aujourd'hui, avec le même raisonnement à 3,5%, il y a évidemment quelque chose d'incohérent. Mais ça, c'était l'argument technique. Il a été rapidement balayé parce qu'on sait bien que cette question, elle est politique. Deuxième argument qui a été donné, notamment par Madame la ministre de Montchalin, pendant le bref moment où elle a été en charge de la question du logement, elle nous a expliqué, elle a fait quelques tweets là-dessus, qu'elle était contre la proposition de geler les loyers, parce que vous comprenez, dans la situation d'un propriétaire modeste, mais qui louerait son logement à un locataire aisé, la formule du coup serait injuste. Bon, il y a sans doute un peu de mauvaise foi là-dessus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de propriétaires pauvres qui louent à des locataires riches, mais bon, on va dire, vous connaissez l'expression, c'est comme les poissons volants. Ce n'est pas la majorité du genre, et je ne pense pas qu'une politique publique, elle doit être guidée en fonction des poissons volants, mais plutôt en fonction de vous aussi, vous général. aimez bien Jean Gabin. Voilà, exactement. Et dernier argument, et par contre, là, je fais tout ça parce qu'on en arrive au cœur du débat politique, parce que finalement, dans le débat parlementaire, on a fini par arriver à cette question politique. Ce qui nous a été dit à la fin, c'est, vous comprenez, les propriétaires bailleurs sont exposés à des coûts, à des nécessités d'investissement pour la rénovation énergétique ou pour autre chose, et donc augmenter l'IRL et donc potentiellement les loyers de 3,5%, ça permettra de le financer. Et je reconnais là, Madame la sénatrice, l'honnêteté de votre groupe parlementaire, c'est que c'est lui, on va dire de façon la plus transparente, qui a défendu cette position dans l'hémicycle. Donc là, la question, elle est politique. Et du coup, je le dis très clairement, moi je suis convaincu que, parce qu'il est difficile de le nier, que le logement va coûter cher et qu'on a des nécessités d'investissement. C'est certain. Il faut construire beaucoup, il faut construire sans artificialiser, donc il faut faire de la densité de qualité, il faut faire des constructions sobres en consommation d'énergie, etc. Donc le logement va coûter cher, ça c'est certain. Maintenant, la question politique qui se pose, c'est qui va payer ce logement cher? Et si on explique que c'est aux locataires, à travers une augmentation des loyers, qu'on va faire payer ces nécessités d'investissement dans le logement, ben moi je dis, on va droit dans le mur. Si c'est aux catégories sociales les moins favorisées, parce que c'est le cas des locataires à qui on demande de mettre la main à la poche pour construire du logement, pour le rénover, etc., ça ne fonctionnera pas. Il faut aller chercher ailleurs. Et juste, je finis sur une proposition. Aller chercher ailleurs. Je parlais tout à l'heure des 3,5% de multipropriétaires qui concentrent une part très importante du patrimoine. Eh bien, je pense que de la même façon que la NUPES défend l'idée de taxer les super profits, eh bien, il faut taxer les super patrimoines. Voilà. Il y a une concentration du patrimoine immobilier dans la société qui est trop importante, qui est inégalitaire, et il faut prendre cet argent, et c'est avec cet argent-là qu'on contribuera à régler le problème social du logement et à faire les investissements qui sont nécessaires. Bon, vous allez me détester, hein, parce que malheureusement, on va être obligé de faire un dernier tour de table pour conclure, et assez rapidement, parce qu'on est pressé par le temps. Et on aurait pu passer l'après-midi à parler de ces sujets qui sont absolument passionnants. Moi, je voudrais faire un dernier tour de table. Si on doit garder une mesure que vous prendriez si vous étiez ministre du Logement en faveur du logement social, qu'est-ce que ce serait? Qui est-ce qui se jette à l'eau? Stéphane Peu? Oui, non, mais enfin, une mesure, c'est le retour de l'État dans le financement du logement social et donc de sa branche mixte de l'économie du logement. Voilà. Et le retour de l'État, je ne vais pas le décliner ici puisqu'il paraît-il faut aller vite, mais le retour de l'État, c'est aujourd'hui, l'État ne finance plus 1 centime d'euro sur les aides à la pierre. Bon, par exemple, il a économisé plusieurs milliards d'euros. Donc sur vous metteriez des milliards sur les APL. Comment? Vous metteriez des milliards. Je mettrais des milliards. En tout cas, je redirais à l'État
qu'il n'y a pas d'économie du logement qui ne soit pas une économie régulée dans laquelle l'État joue son rôle. Et quand je vois la politique fiscale qui est menée par ce gouvernement depuis 5 ans, enfin par, par le précédent et celui-là, les politiques fiscales qui sont reconduites dans la loi de finances, où il y a des milliards de cadeaux pour ceux qui sont les plus aisés, de nouveau. Parce que vous allez me dire, je vais juste prendre un exemple, quelle est l'urgence là à ce que les 20% des Français les plus aisés qui payent encore la taxe d'habitation soient absolument exonérés cette année de cette taxe d'habitation? Franchement, c'est quoi l'urgence? C'est les 20% les plus aisés, ils ne peuvent pas continuer un peu. Bon, allez, vous nous avez dit ce que vous faisiez. Voilà. William Martinet, une mesure. Une mesure, mais qui s'écarte un tout petit peu du logement social. C'est une mesure sur la question de l'hébergement d'urgence. Vous le savez, enfin je ne sais pas si vous le savez, il y a une association ici à Lyon qui s'appelle Jamais sans Toit, qui héberge des enfants sans abri. Il y en a 106 qui ont été repérés, pris en charge par l'association. J'ai entendu, enfin j'ai vu sur les réseaux sociaux que le ministre du Logement s'était engagé, enfin avait demandé au préfet de proposer des solutions d'hébergement d'urgence à ces 106 enfants. C'est une très bonne chose pour ces 106 gamins. Je salue d'ailleurs la mobilisation de l'association Jamais sans Toit, mais je tiens à dire une chose. Cette politique de lutte contre le sans-abrisme, qui consiste, en fonction des moments, de où sont les projecteurs médiatiques, de distribuer des places d'hébergement à droite, à gauche, à un tel et pas à d'autres, il y a quelque chose d'indécent là-dedans. Donc avoir une politique il y a 2000 gamins qui sont sans domicile fixe partout en France, pas que à Lyon. Et de voir le ministre nous dire « je règle le problème ici », mais rien nous dire sur le reste. Et pire que ça, parce qu'avec Stéphane, on va étudier un projet de loi de finances. Dans ce projet de loi de finances, il y a 7000 suppressions de places d'hébergement d'urgence cette année, et encore 7000 pour l'année d'après. Donc il y a une grande hypocrisie. Faire une vraie politique en matière de logement d'urgence. Évidemment, faire une vraie politique. Alors là, on en revient aux bailleurs sociaux, parce que si on veut régler le problème du sans-abrisme, il faut du logement social. C'est bon. Mais du coup, la mesure d'urgence qu'on peut faire et qui peut se voter dans ce PLF, c'est revenir sur cette suppression de 7000 places d'hébergement d'urgence. Et pour le coup, voilà, parlementaire qu'on est ici, on peut, je ne sais pas si le ministre sera d'accord, mais vu la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, en tant que parlementaire ici, on peut décider qu'il n'y aura pas cette suppression de 7000 places d'hébergement d'urgence et qu'il n'y aura pas des gamins en plus qui seront à la rue, parce que c'est la conséquence si jamais on laisse ces places d'hébergement disparaître. Message reçu. Dominique Estrosi-Sassone. C'est un peu difficile quand même. Moi, je dirais bien évidemment qu'il faut continuer à accompagner et à aider le logement social. Et donc, il faut arrêter de penser que c'est à travers le logement des plus modestes qu'on va faire des économies budgétaires. C'est ce qui a été fait tout au long des 5 dernières années. Cette politique du stop and go, cette politique des hésitations, elle a été particulièrement néfaste. Et donc, aujourd'hui, arrêtez de dire que la politique du logement, elle coûte. Non. Les capacités financières du logement, ça rapporte à l'État. Aujourd'hui, il y a 35 à 37 milliards d'aides contre 79 à 80 milliards de recettes. Et l'appui financier public qui est donné en faveur du logement ne représente que 1,5% du PIB. C'est un des plus faibles depuis 15 ans. Donc on voit bien, la démonstration est faite, que ce n'est pas à travers la politique du logement qu'il faut continuer à faire des sources d'économie budgétaire, comme malheureusement on l'a connu au cours des 5 dernières années. Et je dirais aussi que je pense que, bien évidemment, je suis une fervente défenseur du logement social, mais ne pas oublier le parc locatif privé. Il faut marcher sur ses 2 jambes. Et le parc locatif privé, il a un rôle extrêmement important à jouer, y compris pour arriver à apporter à nos concitoyens un logement digne et un logement abordable. Il ne faut pas décourager non plus les investisseurs, il faut les voir aussi comme des entrepreneurs en logement qui peuvent produire du logement, bien évidemment, et ne pas voir que les multipropriétaires ou les propriétaires qui seraient de méchants et de mauvais propriétaires. On a besoin d'un parc locatif social, on a aussi besoin d'un parc locatif privé et donner un véritable statut du bailleur privé dans un cadre législatif qui soit stable. Renaud Père. Bon, on s'est dit beaucoup de choses sur les loyers. On est quand même, on n'a pas gardé un cadre complètement cohérent parce qu'on a parlé du parc privé. Moi,
je suis très favorable à l'encadrement des loyers dans le parc privé. On l'a fait ici à Lyon. Et donc, d'ailleurs, il faudrait veiller à ce qu'on puisse un peu mieux contrôler. Et là aussi, on a besoin du gouvernement en la matière. Mais n'oublions pas quand même cette nécessité d'avoir des bailleurs sociaux qui continuent à investir. Et ça, je le redis. Une chose. Oui, je vais le dire. La chose, j'ai proposé une mesure au ministre. C'est notamment, lors de ces rachats en bloc, qu'on puisse produire du logement social. Mais il faut se poser la question du mal-logement. Si on passe à côté de cela, on se plante complètement sur la politique du logement. C'est bien sûr veiller à ce qu'on ne perde pas de place d'hébergement, mais c'est plus large que ça. Il nous faut un vrai plan de logement d'abord. Et c'est l'urgence. Et c'est l'actualité de la politique du logement. Nous allons rédiger le nouveau plan de logement d'abord, en espérant qu'on en aura un. Il faut qu'on sorte du stade de l'expérimentation. Je le dis d'autant plus que sur notre territoire, on a fait plein de choses, mais on n'est pas encore au niveau. Et donc, il faut se poser ces questions. Il faut absolument garder cette idée que c'est par l'autonomie et l'accompagnement dans le logement qu'on sortira notamment de toutes les formes de mal-logement et de la grande précarité associée quand même à notre politique du logement depuis des années. Donc, il y a urgence à avoir un plan de logement d'abord qui ne soit pas au niveau du plan précédent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il fallait expérimenter, mais maintenant, nous avons des enseignements et nous devons aller beaucoup plus loin. Et le gouvernement saura que les collectivités territoriales seront à ses côtés quand il s'agira d'agir, parce qu'on sait le faire sur notre terrain. Eh bien, vous avez exaucé vos vœux. Il vous faut encore attendre quelques dizaines de minutes pour savoir si le ministre vous a écouté, puisqu'il s'exprimera devant nous. Applaudissements pour ces brillants parlementaires qui vont pouvoir regagner la salle.